Mais tout de suite, notre premier invité pour commencer, c'est vous, Michel Barnier. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Sur LCI. Et bonsoir, ancien ministre, commissaire européen, négociateur du Brexit. On y reviendra, ancien négociateur du Brexit. On y reviendra, évidemment, vous y consacrez un livre passionnant. Mais d'abord, un mot du décollage de Branson, le patron de Virgin. D'abord, est-ce que c'est une épopée en tant que telle qui vous intéresse ? Oui, elle m'intéresse depuis longtemps. Elle m'émeut aussi. Peut-être en souriant, cette épopée personnelle de Charles Branson prouve qu'à 70 ans, tout est possible. Hein. Petit message. Et vous avez quel âge, Michel Barnier ? J'ai cet âge-là. D'accord, voilà. Je me reconnais dans cette ténacité qui est celle de plusieurs Américains, notamment celle du président Biden aussi. Mais au-delà de l'aventure personnelle, du tourisme spatial, il y a quand même, dans cette épopée spatiale, un enjeu pour nous en termes de souveraineté. Est-ce qu'on veut être présent ou est-ce qu'on veut subir ? Est-ce qu'on veut être capable d'envoyer des satellites ou est-ce qu'on veut subir la loi des Américains, des Chinois, peut-être d'autres puissances ? Voilà un domaine, on en parlera dans les mois qui viennent, où il faut rendre solidaires nos souverainetés nationales. Et comme on l'a fait pour Airbus, j'étais à Toulouse il y a quelques semaines dans le cadre de la campagne régionale, il y a des milliers et des milliers d'emplois qui dépendent de l'aviation et de l'espace à Toulouse et dans d'autres endroits de France. On ne peut pas être tout seul, sinon on n'est pas là. Il n'y a pas de satellite. Et quand vous regardez les applications là, nous ne parlons pas de choses qui sont irréelles, nous parlons de Copernicus, très important pour l'agriculture, l'aménagement du territoire, la prévention des risques. Nous parlons de Galileo. 30 satellites européens ont été envoyés par l'Europe, et uniquement par l'Europe, dont la France. L'union fait la force. C'est aussi un de vos mantras, une de vos devises, évidemment. Vous l'appliquez, et à l'Europe, et sans les Européens, on ne peut rien faire. C'est souvent ce que vous dites. Dans certains domaines, être européen en plus d'être patriote. Juste un mot, on vient de voir là, Richard Branson embrasser sa femme. Voilà, il descend sur Terre après, encore une fois, avoir réussi son aventure, sa promesse. Ça fait rêver, mais alors, le plus grand nombre, ça fait rêver. Mais il y en a certains, vous direz, ce sont des grincheux ou pas, qui disent, mais pardon, il y a tellement de besoins sur Terre, et notamment tellement besoin d'investissement pour améliorer la vie de tellement d'humains, que finalement, c'est un peu, pas artificiel, mais ce serait presque gâché. Vous pouvez comprendre ça ? Ou non ? Je comprends Ou est-ce ça. qu'on oppose ? Est-ce qu'il faut opposer l'un à l'autre ? Non, je comprends ça par rapport au coût, au privilège que se donne un certain nombre de gens, d'aller dans l'espace pour leurs propres loisirs. Mais au-delà de ça, quand Thomas Pesquet ou Claudie Aigneret, moi j'étais ministre des Affaires étrangères et j'avais la grande chance d'avoir Claudie Aigneret comme ministre chargé des questions européennes, derrière, il vous dirait mieux que moi ce qui est derrière la conquête de l'espace. Et je viens de parler, avant votre question, de Copernicus. C'est l'aménagement du territoire, la prévention des risques, l'environnement. Galileo, c'est un système de géolocalisation qui intéresse toutes les voitures. Chacune, votre voiture et la mienne. Donc l'espace, c'est pas du tout un caprice. C'est pas un caprice. C'est pas de l'argent les gens peuvent se dire, mais c'est de l'argent foutu en l'air, si vous passez l'expression. C'est sans doute non, le plus bel exemple. C'est notre quotidien. C'est sans doute le plus bel exemple d'une politique globale qui a des applications locales. Parfaitement dit. Merci beaucoup d'avoir évoqué ça. On va évidemment arriver à l'actualité française parce qu'elle est riche. Demain, Emmanuel Macron a rendez-vous avec les Français. En tout cas, c'est lui qui leur a donné rendez-vous. À 20h, ce sera à suivre évidemment sur LCI dans une émission spéciale. Le sujet sur lequel, Michel Barnier, on attend le président demain soir, c'est la vaccination obligatoire pour les soignants. Qu'est-ce que vous attendez que dise le président sur ce sujet ? En responsabilité et dans sa responsabilité, je pense que le chef de l'État doit décider de la vaccination obligatoire aujourd'hui. On a tous les éléments. On voit que ce variant qui arrive chez nous, qui est dominant chez nous, qui est déjà dominant au Royaume-Uni, dans d'autres pays, va nous obliger sans doute à prendre des décisions. Est-ce qu'on est en réaction ou est-ce qu'on est en action ? Est-ce qu'on est le dos au mur ou est-ce qu'on est en initiative ? Au Royaume-Uni, qui a toujours 2 mois d'avance sur nous, si je puis dire, on voit que le niveau des hospitalisations recommence à augmenter. Ça va arriver chez nous. Ce qui n'est pas encore le cas. Mais on a procrastiné en France ? Emmanuel Macron a peut-être trop hésité à votre goût ? Je ne dis pas cela parce que je ne veux pas utiliser cette crise du Covid et ce virus qui est très agressif. Je peux en témoigner personnellement. Ne le dites pas, mais est-ce que vous le pensez un peu ? Je pense que cette crise n'a pas été bien anticipée, qu'elle n'a pas été bien mesurée à son début, qu'il y a eu une gestion trop bureaucratique, trop étatique,
trop solitaire de cette crise, qu'on n'a pas su faire confiance pendant beaucoup de mois à ceux qui avaient un rôle à jouer, les communes, les régions, les départements, les médecins libéraux, les centres départementaux d'analyse, les pharmaciens. Bon, ça va mieux, c'est-à-dire pour ça qu'on réussit à vacciner, mais cette vaccination, c'est la clé pour sortir de cette crise. Et vous dites, il faut qu'en responsabilité, ils l'annoncent, ils décrètent, enfin ils disent le gouvernement va faire voter la vaccination obligatoire pour les soignants. Je pense qu'il faut rendre cette vaccination obligatoire pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Vous, l'homme du compromis, de la recherche, vraiment l'homme du dialogue, vous dites non, il faut obliger les hommes et les femmes aujourd'hui qui ne veulent pas se faire vacciner. Je pense que pour Pourquoi bénéficier d'un certain nombre de services, pour voyager, pour aller dans un restaurant, pour assister à un spectacle, c'est la responsabilité de chacun d'être vacciné. Elisabeth Martichoux, j'ai publié un livre il y a une vingtaine d'années qui s'appelait En matière d'écologie, c'est un sujet auquel j'attache beaucoup d'importance, Chacun pour tous. C'était le titre de ce livre. C'est un peu votre devise d'ailleurs. Oui, et ça sera sans doute une devise pour mon action dans les temps qui viennent. Chacun pour tous. Voilà, nous y sommes. Chacun pour tous. Chacun doit être vacciné pour se protéger et protéger les autres. Donc, vaccination obligatoire pour tous, dites-vous, et pas seulement les soignants. Vous seriez déçu si Emmanuel Macron n'allait pas jusque-là. Il ne s'agit pas d'une question de déception, il ne s'agit pas d'une question de polémique. Par rapport aux objectifs je n'ai pas envie qu'il faut de perdre atteindre. du temps dans des polémiques avec le président de la République ni avec le gouvernement. Le moment n'est pas venu de donner des leçons, sans doute de tirer des leçons, comme j'en ai tiré une ou deux en vous répondant tout à l'heure. Mais pas de polémique sur cette question. Je pense qu'en responsabilité, quand on voit ce qui arrive avec ce variant Delta, il faut que chacun prenne sa responsabilité, le président de la République le premier. Donc il faut marquer une forme d'autorité sur ce plan-là. Oui, sur ce plan-là comme sur d'autres. Comme sur d'autres, on y reviendra. Mais décréter, c'est bien, Michel Barnier. Appliquer, c'est compliqué. Ça veut dire quoi? Qu'on a sorti l'obligation de sanction? Comment vous voyez ça? Quand vous allez prendre le train pour aller à Bruxelles, oui. Vous êtes obligé de fournir un certificat de vaccination ou un test PCR. Quand vous revenez, je suis revenu de Bruxelles mardi matin, il y avait un contrôle à l'arrivée du train, à la gare du Nord, par la police française ou la gendarmerie. Donc c'est possible. Donc, quand on veut aller dans un spectacle, on rentre ou dans une boîte de nuit, on rentre si on a son test et si on a son certificat de vaccination. Alors vous pouvez rester chez vous tout seul sans être vacciné. Très bien. Mais si vous devez rencontrer des gens, comme on le fait dans un hôpital, quand on le fait dans un spectacle, quand on le fait dans un train, alors il faut se protéger et protéger les autres. Donc en fait, le pass sanitaire qui effectivement imposerait un test négatif ou la vaccination à l'entrée de tous les endroits publics, c'est une forme, on va dire, de contrainte qui n'est pas tout à fait l'obligation vaccinale. Mais ça obligerait les gens, s'ils veulent sortir, à se vacciner. Madame Martichoux, ça n'interdit pas en même temps de faire un travail que les Américains font mieux que nous, de persuasion des jeunes, de faire appel à de grands champions, des personnalités qui ont une voix. Assez, non, on ne le fait pas assez pour convaincre, parler aux jeunes avec leur langage de cette nécessité de vaccination. L'exemplarité, ça fonctionne. Oui, je pense que l'exemplarité, ça fonctionne. Et la pédagogie aussi, parce que les gens sont intelligents. Et les gens peuvent comprendre et vont comprendre que c'est eux qui sont en cause et les autres et leurs proches. Alors, pour vraiment préciser les choses telles qu'elles se posent aujourd'hui, Olivier Véran, qui est ministre de la Santé, a aujourd'hui dit qu'il n'était pas pour la vaccination obligatoire pour tous. Mais sans doute demain, pour les soignants, une marche sera franchie. Oui, et bien on verra dans 3 semaines ou dans un mois ce qui se passera. Moi, je pense que les Français sont capables d'entendre un langage qui consisterait à leur dire « Vous pouvez rester chez vous sans être vacciné, mais si vous prenez un train, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, si vous allez dans un lieu public, vous rencontrez des gens, si vous allez à un match de foot, vous devez vous protéger et protéger les autres. C'est aussi simple que ça. » On comprend. Vous ne voulez pas polémiquer, mais vous attendez que Emmanuel Macron et le gouvernement aillent plus vite et plus fort sur ce sujet de la vaccination. Pour ne pas être en réaction, pour être en action. Et ne pas avoir un temps de retard. Pour ne pas être le dos au mur, pour être en initiative. Le rôle du pouvoir, c'est d'anticiper, de prendre des décisions difficiles et de les expliquer. Gouverner, c'est anticiper et prévoir, comme on disait. Ce serait décalé qu'Emmanuel Macron prenne du temps demain soir face aux Français pour annoncer des réformes. Ou là aussi, il vaut mieux anticiper, par exemple, sur des réformes de structure comme les retraites. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas ce qu'il choisira de dire demain. Est-ce qu'il faut tout mélanger? Est-ce que le message clair de porter sur ce sujet très actuel? Vous savez, cette maladie a été très violente, très agressive. Vous l'avez eu?
Oui, je l'ai eu, mais moins gravement que d'autres. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de familles endeuillées, beaucoup de malades, beaucoup de solitude, beaucoup de dégâts dans l'économie. Je viens de visiter 8 régions françaises, 2 jours par semaine, et j'ai vu beaucoup de dégâts de cette crise, et sans parler de l'Afrique. Il y a 2 ou 3% seulement des Africains qui sont vaccinés. Ce n'est pas juste, ce n'est pas leur intérêt, ce n'est pas moral, et ce n'est pas non plus notre intérêt. Donc il faut aussi qu'on... Comme le G7 a commencé de le faire, mais insuffisamment, qu'on apporte massivement et gratuitement des vaccins, parce que c'est l'intérêt commun. Mais donc, est-ce qu'Emmanuel Macron doit aller sur ce terrain demain, ou est-ce qu'il doit se concentrer sur la guerre contre le virus ? Oui, c'est à lui de voir ce qu'il veut faire et dire dans ces quelques mois qui restent de son mandat. Il y a eu des réformes ratées, il y a eu des occasions manquées, ce n'est pas la seule, que celle des retraites. Je pense que cette question doit être au cœur du débat présidentiel et qu'on doit dire la vérité aux Français. Vous dites vous le dites à propos du Brexit et du travail que vous avez fait pendant 4 ans et demi auprès des Anglais dans la négociation pour enfin arriver à la volonté du peuple britannique, telle qu'elle s'était exprimée. Mais vous dites, il est bien tard, il n'est pas trop tard. C'est la fin de l'introduction de votre livre. Oui. Il n'est pas trop tard pour faire quoi en France qu'on n'a pas encore fait ? Dans le cas du Brexit et de ce récit, qui est un journal que j'ai tenu tous les jours pendant 4 ans... La Grande Illusion, chez Gallimard. La Grande Illusion, chez Gallimard. Il n'est pas trop tard pour tirer les leçons du Brexit, parce qu'il y a des raisons britanniques, mais il y a aussi des raisons qui touchent à la colère sociale, au sentiment d'exclusion, de ne pas avoir d'avenir dans beaucoup de régions britanniques. Et ce sentiment, il est chez nous aussi, dans beaucoup de régions françaises. Donc il n'est pas trop tard pour écouter, comprendre et répondre à ce sentiment en changeant à Bruxelles ce qui doit l'être, à Paris ou dans chaque région. Il n'est pas non plus trop tard, si on parle de la France, pour rétablir l'autorité de l'État et organiser l'État autrement pour répondre, par exemple, à des crimes, à des assassinats, à cette sauvagerie qu'on voit se développer. Un professeur qui est décapité, des gendarmes ou des policiers qui sont assassinés. Tous les jours, y compris dans des zones rurales, il y a des petites ou de grandes insécurités. Je pense qu'il faut... Hier encore, avec ce jeune Théo qui a été tué pour une question de commerce. Enfin, à Clay. Oui, je pense à lui et je pense à tous ceux qui subissent ces violences, cette sauvagerie. Il faut répondre à cela, et pas seulement avec de l'émotion ou de la compassion. Moi, je pense par exemple qu'il faut organiser l'État autrement, qu'il y ait un ministre dédié à la sécurité publique dans ce pays. Et le ministre de l'Intérieur, c'est lui ? Non, le ministre de l'Intérieur fait trop de choses. Est-ce qu'il les fait bien ? On verra ça, mais il fait trop de choses. Il faut un ministre qui s'occupe de la sécurité publique et seulement de cela, et puis un ministre qui s'occupera de l'aménagement Qu'est-ce qu'il ferait de plus, des territoires. En dehors d'avoir le titre, un périmètre plus concentré. Il s'occuperait de ça, et ça sera sa responsabilité que de répondre avec le ministre de la Justice à cette question de l'insécurité. Je pense aussi qu'à côté de cette organisation du gouvernement, il faut une loi. Alors, je vais employer un mot qui est un peu techno, qui est une loi de programmation. Ça veut dire que sur 5 ans, avec de la visibilité, on donne des moyens en hommes, en femmes, en postes, à la justice et à la police, à la gendarmerie. On rénove les commissariats, on construit des prisons. Mais ça, c'est en cours. Non, il y a des programmes de rénovation, d'amélioration des équipements, non ? Le président avait promis 15 000 places de prison, quelques milliers seulement ont été créées. L'effort n'est pas à la hauteur de l'enjeu de ce qui est pour moi le principal échec de ce quinquennat. Alors il n'est pas trop tard non plus. C'est le principal échec du quinquennat, oui, je pense la sécurité publique. Je pense que l'insécurité que ressentent tous nos citoyens et tous nos compatriotes dans beaucoup de régions, et pas seulement dans les villes, est un échec grave de ce quinquennat. Alors après, il n'est pas trop tard. On pourrait continuer à dire ce pourquoi il n'est pas trop tard. Vous nous avez donné un bon exemple. Et je peux citer d'autres exemples pour les entreprises, pour l'écologie. Et alors pour l'immigration, vous avez sur LCI d'ailleurs, à l'occasion d'un grand jury, réclamé un moratoire de plusieurs années sur l'immigration. Pardon, juste sur le principe même de cette proposition qui est portée depuis longtemps par Marine Le Pen. Certains y ont vu, Michel Barnier, un coup de com' pour essayer de vous débarrasser d'une image d'homme modéré, parce que souvent en France, dans le débat public, homme modéré, ça veut dire mollesse. Donc ils se sont dit, voilà, il veut se donner finalement une image d'être un homme un peu plus tranché. Ceux qui me connaissent, ceux qui apprendront à me connaître dans les mois qui viennent, verront que je ne fais pas de coup de com'. Les problèmes ne sont pas modérés.
la question de l'immigration est grave et cette politique a échoué en France comme en Europe. Et donc, moi, je n'ai pas du tout l'intention de parler à Madame Le Pen. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les problèmes des Français. D'ailleurs, ça ne vous gêne pas parce que ça non, ça ne me gêne pas parce que ce qui m'intéresse, de paraître aligné sur une proposition d'extrême droite. À aucun moment aligné. Il n'y aura jamais aucune complaisance, aucune faiblesse de ma part à l'égard des thèses de l'extrême droite. Ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent les Français et les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. Et dans cette question, il y a un vrai problème, un vrai échec de la politique d'immigration. Donc je propose de la remettre à plat, pas éternellement, pas pour tout le monde. C'est un moratoire différencié. J'y ai travaillé et j'y travaille. Donc on arrête le droit d'asile, on arrête le regroupement familial pendant quelques années, le temps de trouver un consensus. Excusez-moi, on n'arrête pas d'accueillir des étudiants quand ce sont de vrais étudiants. On n'arrête pas d'accueillir chez nous des gens qui sont menacés, des femmes et des hommes qui traversent la Méditerranée dans des conditions tragiques quand ils sont menacés, comme c'est le cas au Proche-Orient ou en Afrique. On continue à respecter nos valeurs, mais on remet à plat des procédures. On regarde où il y a des détournements, où il y a de la fraude. On remet à plat ces procédures. On discute pendant ce temps-là avec nos voisins pour comment contrôler les frontières extérieures qui sont souvent de véritables passoires en Europe. Et on discute avec les pays d'Afrique pour faire un contrat. Voilà. Souvent, vous savez, les Français ont un degré de défiance que vous avez mesuré, si vous avez beaucoup voyagé à l'occasion des régionales, à l'égard des promesses politiques. Vous dites qu'un homme politique doit faire ce qu'il a dit. C'est ce qu'on dit quand on est dans l'opposition, quand on gouverne, et vous avez été au pouvoir aussi. Rien ne se passe comme prévu. C'est pas si simple. J'ai une certaine expérience régionale. J'ai été élu en Savoie pendant plus de 20 ans, nationale, au gouvernement et européenne. Et ce parcours peut donner la preuve, si vous la cherchez, du fait que j'ai toujours essayé de faire ce que j'avais dit et de délivrer. Et donc, si je dis aujourd'hui un certain nombre de choses, j'y ai réfléchi. Je fais attention à ce que je dis pour être en mesure de contribuer à les faire. Michel Barnier, on en a parlé, c'était une actualité de la semaine, évidemment. Il y avait la question des primaires qui s'est posée pour la droite. Ce n'est pas une actualité seulement de la semaine. Hein. Non, c'est une actualité pour vous, les LR, des mois qui viennent. Xavier Bertrand, il a quitté le parti. Il a entrepris une démarche, on va dire, solitaire. C'est un peu négatif, mais en tout cas, une démarche claire. Trouveriez-vous anormal, insolite même, que la droite, LR, se range derrière un homme qui a quitté votre parti? La question n'est pas là, si vous me permettez. D'abord, on ne se décrète pas l'homme du rassemblement tout seul dans son coin en s'extrayant de la solidarité ou du jeu collectif. Surtout quand on recherche le soutien de cette famille politique qui a réussi, et c'est le cas dans le Nord et dans les Hauts-de-France, le soutien des Républicains. Xavier Bertrand sait de quoi il parle quand il parle des Républicains. Et dans toutes les régions où nous avons eu de bons résultats, malgré l'abstention, cette famille politique a montré qu'elle était là, qu'elle avait des élus compétents. Donc elle doit avoir un représentant. Donc je pense que cette famille doit avoir... Un représentant qui n'a pas quitté LR il y a quelques années. Cette famille doit chercher à désigner une équipe pour servir un projet. J'ai esquissé un certain nombre de points de ce projet. Ça ressemble à un programme. Hein. C'est plus important de parler du projet aux Français que du casting et des hommes et des femmes et de leurs ambitions. Après, il faut une équipe. Il se trouve qu'on a de quoi constituer un bon gouvernement, un gouvernement de gens professionnels et compétents. Et il faut désigner le chef de cette équipe. Alors, ou bien on le fait en discutant entre nous, et nous allons nous rencontrer. Moi, je maintiens le contact avec Valérie Pécresse, avec Laurent Wauquiez, avec Philippe Juvin, avec Bruno Retailleau, ou d'autres, David Lisnard. Voilà, des hommes et des femmes, pas beaucoup de femmes pour l'instant, compétents, capables, qui ont des idées communes et qui peuvent faire une équipe commune. Si on n'arrive pas à discuter entre nous pour trouver ce chef d'équipe, alors on trouvera peut-être le moyen de faire appel au débat et à la confrontation. Vous avez un caractère de chef d'équipe ? Je sais, et tout ce que j'ai entendu et vu dans cette visite quotidienne 2 jours par semaine dans les régions de France, et je continue, j'étais en Bourgogne et en Bresse cette semaine, me convainc de l'idée que je saurais rassembler les talents de la droite et du centre. Vous avez envie d'être candidat ? C'est important, l'envie. Parce que si on n'a pas d'envie, on ne se lance pas à la conquête d'un... Mais Madame Artichoux, j'ai envie simplement d'être utile à mon pays. C'est aussi simple que ça. Oui. Je n'ai pas de fébrilité. Vous pourriez être utile. Il n'y a pas d'arrivisme. À divers degrés. Vous avez envie d'être utile au plus haut niveau. J'ai envie d'être utile à mon pays. Oui. Vous nous direz quand ? C'est une question grave.
que celle d'être candidat à la présidence de la République. Et la réponse est également grave. Donc j'ai besoin de continuer à réfléchir, à écouter, à rencontrer les Français. Et Mais le moment à peu venu, près, vous fixez quel délai? le moment venu, ce moment n'est pas encore venu, Le je moment dirais venu. aux Français. Suspense. Encore un petit mot. Vous avez été négociateur du Brexit, Michel Barnier, avec les Anglais. Vous les avez beaucoup pratiqués pendant 4 ans et demi. Ça nous éloigne de ce dont on parlait. Mais c'est aussi l'actualité. Après tout, il y a une finale ce soir. Absolument. Vous êtes footeux, comme on dit? Oui, je suis Oui, footeux. vous aimez le foot. Et puis, j'ai Finale deux fils qui le sont. Angleterre-italienne. J'ai 2 fils qui le sont, j'ai beaucoup d'amis. Écoutez, ce sont 2 grandes nations européennes de foot, hein. Oui. L'Italie et le Royaume-Uni, l'Angleterre en l'occurrence. Si elles sont arrivées là, c'est qu'elles le méritent. Vous avez une petite préférence ou pas? Les Anglais jouent à domicile. Les Italiens, à Wembley. Oui, à Wembley. Les Italiens ont une très bonne attaque, donc je pense que les Anglais devraient s'en méfier. Et moi, je vais éviter de donner des préférences, mais vous le savez. Oh, allez, mouillez-vous, Michel Oui, Barnier. non, je me mouille en vous disant que la Savoie, dont Oui. j'étais le président pendant 17 ans, est très proche de l'Italie. Voilà. Ah bah voilà, ça c'est effectivement assez clair. Finalement, vous dites les choses assez clairement. En tout cas, il y a 65 000 personnes qui sont réunies dans le stade ce soir à Wembley, ce qui évidemment suscite beaucoup d'inquiétudes du point de vue épidémique. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de légèreté, surtout si on imagine que si les Anglais gagnent, il va y avoir une 3e mi-temps extrêmement agitée. C'est une question qu'on va aussi aborder avec le professeur Gilbert Deray qui va venir nous rejoindre. Merci infiniment, Merci à vous. Michel Barnier, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre, La Grande Illusion, Journal secret, il est passionnant. Journal secret du Brexit chez Gallimard. Vous reviendrez nous dire votre décision. Oui, je reviendrai, Hein, toujours avec plaisir. Sans faute. Merci Michel Barnier. Merci d'avoir été avec nous.